Cette campagne, elle tourne un peu en rond, on sait pas trop quoi dire. Donc on se jette sur le premier sondage qui arrive. Crédité de 8% dans les sondages. Sondage Soprasteria, la Provence, France Info, France Bleu. Prévu dans les sondages. Selon les sondages. Un sondage. Des sondages d'intention de vote. Depuis les années 1970, le nombre de sondages réalisés pour les élections présidentielles a été multiplié par plus de 20. Et on en a dénombré pas moins de 560 pour celle de 2017. Et c'est pareil pour tous les types d'élections. Les éditorialistes et les politiques en raffolent, sauf évidemment ceux qui perdent. Et les sondages, on les emmerde. Mais les sondages électoraux produisent des chiffres, et des chiffres, à en croire ceux qui s'en servent, ce serait scientifique et objectif. Si vous lisez un rapport de sondage, vous trouverez d'ailleurs de nombreux éléments qui semblent en attester. Cette enquête de l'IFOP respecte fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l'enquête par sondage. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas. La théorie statistique permet de mesurer l'incertitude attachée à chaque résultat d'une enquête. Alors tout ça semble témoigner de méthodes rigoureuses et scientifiques, mais en réalité, la démarche des instituts de sondage s'avère un peu plus sinueuse. Pour comprendre comment tout cela fonctionne, on va devoir parler de Sombrero, de France Miniature et de Flashback. Le principe du sondage, c'est de déduire des caractéristiques d'une population en étudiant qu'une fraction. Prenons un exemple et disons que vous voulez connaître la proportion de Français qui sont pas contents. Malheureusement, il n'existe aucun chiffre officiel là-dessus, j'ai donc choisi une valeur arbitrairement. Ce sera donc 75% de gens pas contents. On va tâcher de retrouver ce pourcentage en étudiant seulement une petite partie de la population grâce à un sondage. Et pour faire un bon sondage, les gens rigoureux préconisent l'utilisation de ce qu'on appelle l'échantillonnage aléatoire. Mais pour nous en souvenir, on va plutôt parler de Sombrero. Alors oui, effectivement, on va devoir faire un tout petit peu de mathématiques, mais franchement pas compliqué, ne vous inquiétez pas. Accrochez-vous juste une minute et si vous avez du mal, comme le disait Madame Mourgue, ma prof de maths en prépa littéraire, persévérez. Alors, pour que l'échantillonnage aléatoire fonctionne, il vous faut une liste de la population française absolument exhaustive et à jour. Et avec cette liste, il faut pouvoir organiser un tirage au sort dans le plus parfait des hasards. Une fois que c'est bon, vous allez piocher 1000 personnes et leur poser votre question. Pour notre exemple, on a demandé à notre stagiaire de simuler dans un tableur Excel les réponses de cet échantillon de 1000 personnes et on a obtenu 734 personnes qui se disent pas contentes, ou autrement dit 73,4% de notre échantillon. Et pour savoir quoi faire avec ce résultat, il va falloir passer par le théorème central limite, qui a été démontré par Peter Simon from the Place, ou plutôt Pierre-Simon de Laplace, puisqu'il est normand. Pour comprendre ce que nous apporte ce théorème, on va répéter des centaines de fois notre expérience, c'est-à-dire poser notre question à plusieurs échantillons de 1000 personnes et empiler les résultats de ces sondages dans un graphique. Lors de notre premier sondage, on avait trouvé 734 personnes pas contentes. Si on le refait une seconde fois, on en obtient par exemple 755, une troisième fois et on pourrait en avoir 760, et si on multipliait de très nombreuses fois ce sondage, voilà ce qu'on finirait par obtenir. Le théorème central limite nous dit qu'en répétant de très nombreuses fois une expérience, on va systématiquement obtenir ce genre de répartition symétrique. Et à partir de ce motif, on peut tracer cette courbe, la courbe de la loi normale. Pour chaque résultat possible en abscisse, elle nous donne en ordonnée une approximation de la probabilité qu'on a de trouver ce résultat. La probabilité la plus élevée, ici, correspond à 750 personnes pas contentes, ce qui est assez logique puisque cela correspond à la proportion réelle de 75% dans notre population, celle qu'on avait fixée tout à l'heure et qu'on doit retrouver. Et plus vous regardez des résultats qui s'écartent de 750, plus la probabilité d'obtenir ces résultats diminue. Bon, déjà, il faut le dire, cette loi de la nature, c'est beau comme un camion.
ou plutôt comme un sombrero. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, c'est bien gentil, mais on a simulé des centaines de sondages pour obtenir cette courbe. Et tout le monde n'a pas un stagiaire à sa disposition pour faire ça. L'objectif initial, c'était même de trouver avec un seul sondage la proportion dans la population totale. Et bien pour ce faire, on va tout de même utiliser la loi normale, il va juste falloir inverser un peu la perspective. Pour ça, on va tracer la loi normale en la centrant sur 73,4%, qui est la proportion qu'on a trouvée dans notre échantillon. Et là, le graphique ne dit plus exactement la même chose. Les valeurs qu'on a en abscisse correspondent cette fois aux proportions de gens pas contents qu'on pourrait avoir dans la population totale, et en ordonnée, ce sont les probabilités pour qu'une de ces valeurs soit effectivement la proportion réelle de la population française. Le plus probable serait que la part des gens pas contents dans la population soit celle-ci, 73,4%, puisque c'est celle qu'on a obtenue dans notre échantillon. Mais cette proportion pourrait aussi être légèrement différente, par exemple de 72 ou 75%. Les probabilités sont juste un peu moins élevées. Et on peut aller encore plus loin. Techniquement, puisqu'on a une population totale de plusieurs millions de personnes, s'il y avait seulement 1% de gens pas contents dedans, ce ne serait pas impossible de se retrouver avec un échantillon de 1000 personnes où il serait 73,4% à ne pas être content. Il faudrait juste un coup de chance ou de malchance assez incroyable pour que ça arrive. Et c'est d'ailleurs bien ce que montre notre courbe. Si on va la voir à 1%, on voit bien que la probabilité est incroyablement faible. Ce genre d'incroyablement. Bref, en clair, plus on considère des proportions qui s'éloignent de celles de notre échantillon, moins c'est probable que ce soit celle de notre population mère. Et pour formuler un résultat à peu près compréhensible et exploitable, on peut rassembler différentes proportions et additionner leurs probabilités respectives. En l'occurrence, si on prend les valeurs qui se situent à maximum plus ou moins 3% de notre échantillon, elles représentent 95% des probabilités. Autrement dit, notre sondage nous permet de dire qu'il y a 95% de chances pour que la proportion de Français pas contents se situe dans cette zone, c'est-à-dire entre 70,4 et 76,4% de la population totale. Ou autrement dit, 73,4% à plus ou moins 3% près. Et en l'occurrence, la vraie valeur que j'avais fixée plus tôt, 75%, on la trouve ici, dans l'intervalle qu'on a défini. Bon, dit comme ça ne paraît pas très précis, surtout si on pense à des élections qui peuvent parfois se jouer au pourcent près. Alors, les marges d'incertitude peuvent être réduites, mais ça demande de sonder plus d'échantillons, donc, ou des échantillons de plus en plus gros. Pour réduire la marge d'erreur de 3 à 1%, il faut sonder un échantillon de 10 000 personnes. Bon, maintenant j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on en a fini avec les maths compliquées et le sombrero. La mauvaise, c'est que dans le cas d'un sondage électoral, tout ce qu'on vient de voir est plus ou moins inutile. Le problème de l'échantillonnage aléatoire, c'est que c'est une méthode coûteuse et très compliquée à mettre en place. Déjà parce que, on l'a dit plus tôt, il vous faut une liste complète et à jour d'absolument tous les Français, ce qui n'existe pas. Et puis une fois que vous avez tiré au sort 1000 personnes à interroger, vous ne pouvez pas en changer, sans quoi vous risquez de fausser votre tirage en cassant l'aléatoire. Par exemple, si vous faites un sondage sur internet et que vous n'arrivez pas à obtenir les réponses des vieux qui ne maîtrisent pas l'informatique, ils risquent d'être sous-représentés dans votre échantillon. Et c'est très problématique puisqu'on sait de sources très sérieuses que les vieux ont un avis tranché sur la question. Vos résultats ne seront donc pas représentatifs de la population française. Bref, l'échantillonnage aléatoire, c'est pas pratique. Du coup, les instituts de sondage préfèrent utiliser une autre méthode, la méthode des quotas. Et c'est pour ça qu'on va devoir parler de France Miniature. L'idée de cette méthode des quotas, elle est assez simple et séduisante, mais scientifiquement, elle repose sur pas grand-chose. Je m'explique. On connaît, notamment grâce au recensement de l'INSEE, la répartition de la population française selon de grandes catégories. Sexe, âge, catégories socio-professionnelles, etc. Autrement dit, on a une image très détaillée du pays,
et les instituts vont s'en inspirer pour produire des sortes de France miniature. Par exemple, en 2016, il y avait 1,9% de femmes âgées de 60 à 64 ans à la retraite en France. Les instituts vont donc tenter de produire des échantillons qui comptent 1,9% de femmes de 60 à 64 ans à la retraite. Le principal avantage de cette technique de la France miniature, c'est qu'elle est beaucoup plus simple à mettre en œuvre que celle du sombrero. Plus besoin de liste exhaustive de toute la population ou de harceler de pauvres grand-mères pour savoir si elles sont pas contentes. Il suffit d'appeler des gens au hasard dans l'annuaire ou de proposer à d'autres de répondre à des sondages en ligne et de compléter ces fameux quotas au fur et à mesure. Cette fois-ci, si vous n'arrivez pas à contacter quelqu'un, vous pouvez laisser tomber et chercher une autre personne qui correspond au quota que vous êtes en train de remplir. Bonjour, c'est pour un sondage? Oui. Alors déjà, est-ce que vous êtes une femme âgée de 60 à 64 ans à la retraite? Non. Non, dommage. Bonne journée. Au revoir. Alors tout ça c'est très sympa, mais il y a un gros problème. Les quotas tuent la notion d'aléatoire qui permettait à notre méthode du sombrero de si bien fonctionner. Et ça a plusieurs répercussions. Déjà, on retrouve le risque d'exclusion ou de surreprésentation de certaines catégories de personnes. Par exemple, si vous administrez votre sondage en ligne, vous avez plus de chances de tomber sur des gens qui ont du temps libre et qui peuvent donc être au chômage ou vivre seuls. Et de fait, ils ont probablement des opinions différentes de personnes qui partagent pourtant le même quota qu'eux. Puis d'un point de vue scientifique, il y a un autre souci avec les marges d'erreur. Lorsqu'ils publient des résultats, les instituts de sondage montrent ce tableau, censé présenter la fameuse marge d'erreur de plus ou moins quelques pourcents avec 95% de certitude. Sauf que mathématiquement parlant, ces marges d'erreur ne s'appliquent pas aux sondages réalisés par quota. Seules les méthodes d'échantillonnage réellement aléatoires, comme celle de notre sombrero, permettent d'en calculer. Et justement, ce tableau correspond aux marges d'incertitude d'un échantillonnage aléatoire. C'est pour ça que je vous ai infligé toutes ces explications plus tôt. C'était pas gratuit. Et autrement dit, les instituts appliquent arbitrairement les marges d'erreur de la méthode aléatoire à la méthode par quota. Bon, en vérité, des statisticiens se sont penchés sur la question et globalement, il semblerait que ces marges d'erreur, à défaut d'être mathématiquement fondées, ne sont pas trop éloignées de la réalité. Autrement dit, ça marche souvent, mais pas systématiquement. Et uniquement si on se contente de regarder les réponses de l'ensemble de l'échantillon. Parce que si on commence à s'intéresser à des sous-catégories de l'échantillon sondé, cela représente un si petit nombre de personnes que le risque d'erreur sur ce groupe particulier devient absurde. Si on reprend l'exemple des femmes de 60 à 64 ans à la retraite, qui représentent 1,9% de la population française, dans un échantillon de 1000 sondés qui serait parfaitement constitué, on en trouverait 19. Parler de marge d'incertitude n'aurait même plus de sens. Il suffirait de tomber sur 19 fans de Michel Drucker le jour où il revient de 3 semaines d'arrêt maladie pour qu'elles soient toutes super contentes et que cela fausse les résultats. Bref, à défaut de pouvoir calculer des marges d'incertitude rigoureuses, les instituts tentent de maximiser la qualité de leur échantillon. Et pour ça, ils ont recours à une autre méthode, le redressement. Vous connaissez le principe du flashback? Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves. Là encore, l'idée est séduisante sans que son efficacité ait été solidement prouvée scientifiquement. Dans le cas d'un sondage électoral, le redressement consiste à interroger le sondé sur son vote au précédent tour de l'élection s'il y en a eu un, ou alors au cours de précédentes élections. Les sondeurs comparent ensuite ses réponses aux résultats réels de l'élection en question, et s'ils constatent des différences importantes, ils peuvent pondérer leurs résultats. Par exemple, pour le second tour de l'élection présidentielle de 2017, les sondés devaient préciser pour qui ils avaient voté au premier tour. Dans un échantillon sondé par l'Institut IFOP, seuls 17% des personnes disaient avoir voté pour François Fillon au premier tour, alors qu'il avait en réalité récolté 20% des voix. Les intentions de vote au second tour de ces gens ont donc été pondérées. Alors qu'ils constituent 17% de l'échantillon, l'IFOP a appliqué un coefficient à leurs réponses pour que leur avis représente 20% de cet échantillon. Le souci, c'est donc qu'on ne sait pas vraiment à quel point cela fonctionne, notamment parce que divers ressorts psychosociologiques peuvent altérer le souvenir du précédent vote. Alors, si vous faites un sondage au second tour d'une élection en demandant aux gens de préciser pour qui ils ont voté au premier, ça va. Mais plus l'élection dont ils doivent se souvenir est lointaine, moins votre redressement sera fiable.
Et au-delà de ces soucis de fiabilité des flashbacks, cette méthode de redressement peut avoir tendance à lisser, uniformiser les résultats, puisqu'elle vise à reproduire un paysage politique passé. Pour permettre à tous de vérifier l'impact de ce redressement, les instituts ont depuis 2016 l'obligation de préciser publiquement sur le site de la commission des sondages la nature des données sur lesquelles ils se sont appuyés pour réaliser leur redressement. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir des sondages électoraux? Est-ce qu'ils sont fiables ou non? Alors on commence à avoir une assez longue expérience de ce type de sondage et il semble que leur fiabilité est restée plutôt stable. On le voit sur cette courbe, depuis 1995, les sondages publiés dans les 2 semaines qui précèdent une élection donnent pour les principaux partis politiques des pourcentages se trouvant en moyenne à plus ou moins 2 points des résultats de l'élection. Si certains épisodes ont participé à alimenter une défiance envers eux, leurs résultats coïncident le plus souvent avec les élections qu'ils précèdent. Et puis l'évolution de la législation au cours des 20 dernières années a poussé les instituts à faire preuve de plus de rigueur et de transparence. Ce n'est certes pas encore parfaitement satisfaisant, mais c'est au moins suffisant pour constater que les méthodes développées avec l'expérience peuvent fonctionner. Les résultats des sondages électoraux tiennent la route sans être strictement scientifiques et invitent simplement à une constante prudence dans leur exploitation. Il faut aussi garder en tête que les sondages étudient des êtres humains qui peuvent se tromper en cochant une case, changer d'avis après l'avoir fait ou tout simplement mentir. Et tout ça sans parler de l'influence que les résultats des sondages ont sur les gens qu'ils sondent. Mais ça, on en parlera une autre fois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Pareil, si vous n'avez pas tout compris à nos explications mathématiques, ou vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse j'ai-pas-tout-compris@gmail.com. J'en profite par ailleurs pour remercier chaleureusement les chercheurs qui m'ont aidé et relu, tout particulièrement Claire Durand, professeure à l'Université de Montréal, qui a été extrêmement patiente avec moi. Merci à tous et à très vite sur la chaîne du Monde.